C'est l'intervention. C'est pour une fois, et c'est dit dans le mail, une fois n'est pas coutume. C'est moi qui vais prendre la parole. Je prends la parole d'une part parce que j'ai envie de réutiliser un travail que j'ai effectué assez récemment pour un autre cercle, je vais expliquer. Et aussi parce que j'avais prévu une autre intervention, d'une jeune fille qui devait nous parler soit de la jeunesse nationale, on va dire, soit la révolution conservatrice, mais qui est pris dans ses préoccupations. Elle travaille à Sciences Po. Elle est étudiante à Sciences Po, elle est en dernière année, et donc elle se pose des questions sur l'année suivante. Donc elle prend du recul par rapport à tout ce qu'elle faisait jusqu'à présent. Peut-être qu'elle viendra l'année prochaine. Donc je reprends la balle au bon. Et j'ai décidé d'essayer de reprendre un travail que j'ai effectué le mois dernier, une conférence à laquelle j'étais invité, une conférence sur Bayard, dans le cadre d'un cercle, un cercle souverainiste, qui s'appelle le cercle Bayard, qui est basé à Grenoble, qui faisait une commémoration des 500 ans de la mort du chevalier Bayard. Je me suis dit, peut-être reprendre le propos de cette conférence, mais en même temps, donc j'ai pas envie de faire exactement la même, et l'idée, même si c'est un projet qui est connexe, j'essaierai d'établir des liens, mais c'est aussi un autre sujet, c'est peut-être prolonger un peu en se questionnant sur pourquoi ce personnage dont on a officiellement les commémorations cette année n'est pas vraiment commémoré, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas, et à travers ça, j'ai envie de parler du pourquoi. Quelques éléments de réflexion en fin de conférence, au fond, tous ces grands personnages de l'histoire de France, et finalement l'histoire de France, on ne l'enseigne plus beaucoup, on ne l'enseigne pas. Et ce qui explique pourquoi ce personnage, il dit quelque chose certainement à tout le monde, encore que si on se place dans des générations plus récentes, ils sont beaucoup moins, mais on ne connaît pas tant que ça. Et c'est la vérité aussi pour un grand nombre d'autres figures de l'histoire de France. Alors, juste symboliquement, j'ai commencé cette conférence, et j'aurai pas mal d'images à vous montrer, sur cette statue, qui est une statue qui se trouve à Grenoble, sur la place du Parlement, de l'ancien Parlement du Dauphiné, que vous voyez. Et c'est une statue de 1823, c'est la plus ancienne statue représentant Bayard. Une statue qui a donc été faite pendant la Restauration. Je comprends la raison de la mise en avant du personnage de Bayard sous la Restauration, figure d'un noble serviteur du roi et mort au service du roi. C'est une statue qui montre que le personnage de Bayard, qui est mort en 1524, il a traversé les siècles, il va intéresser toutes les périodes jusqu'à une période récente, et ça explique pourquoi il a été transmis, quasiment transmis jusqu'à nous, parce qu'il a plus parlé et dire des choses dans ce qu'il a fait aux époques que sa mémoire a traversées. Alors, juste pour le démontrer, vous avez sur le côté droit, à ma droite à moi, à votre gauche à vous, vous avez la couverture de la première biographie de Bayard. Elle est de 1525. On a écrit une biographie de Bayard, Symphorien-Champier, l'année suivant la mort de Bayard. D'expliquer un peu pourquoi, il y aura deux biographies très rapidement, 1525 et 1527. Et derrière, enfin plutôt à votre droite, vous avez une page d'un manuel très célèbre, c'est Tour de France des deux enfants, qui est un manuel de la fin du 19e, début du 20e siècle, qui est avec le manuel de la Vis, le manuel auquel on se concurrence l'un l'autre dans les classes de primaire de la Troisième République. Et vous voyez une représentation du chevalier Bayard et l'histoire du chevalier Bayard au travers le cadre des guerres qui sont les guerres d'Italie. Bon, voilà un personnage dont la mémoire a été entretenue longtemps, très longtemps. Qu'en est-il véritablement maintenant? J'ai mis là un commentaire Facebook d'un historien qui s'appelle Eric Anceau, je ne sais pas si vous le connaissez, un historien de Napoléon III, mais qui s'intéresse à des choses plus générales et qui appartient plutôt au camp national, ne nous le cachons pas, et qui fait remarquer le jour de la commémoration officielle de Bayard qu'il est peu probable qu'il y ait, même s'il est inscrit au registre des commémorations, eh bien, une quelconque célébration à son honneur. Pour trouver des articles consacrés à
la mort de Bayard et au personnage Bayard, il faut aller chercher. On a eu une page dans le Dauphiné libéré, c'est assez logique, c'est le journal de Grenoble. Je doute que vous ayez vu quelque chose de ce type-là, ou peut-être ça m'a échappé à Ouest France et Télégramme. Vous ne trouvez pas davantage dans un grand journal national. On n'a pas parlé davantage à la télé. Oui. Cette figure de Bayard, elle est quelque peu oubliée. Et elle est quelque peu oubliée, comme je l'ai dit, parce que elle est quasiment, elle n'est plus enseignée. Je vous dis, ça vous dit quelque chose à certains d'entre vous, c'est même pas certain en vérité quand vous en avez parlé en classe, de ce personnage-là. Et c'est encore plus certain pour les générations d'aujourd'hui. J'enseigne principalement en secondaire. J'ai pu faire un sondage comme ça à la volée lorsque je faisais un cours sur la Renaissance, le XVIe siècle. Je suis prêté, étudier un texte où on parlait un petit peu de l'éthique de la noblesse et des dimensions combattantes. Allez, Bayard, est-ce que vous voyez qui est Bayard? Personne dans la classe seconde ne voyait qui était Bayard. Classe, pas une classe de banlieue dans laquelle je travaille. Pas d'inquiétude sur l'avenir d'un grand nombre des élèves qui sont dans cette classe, mais non, ils ne connaissent pas, ils n'ont jamais entendu parler. Alors pour vous rassurer davantage, c'est pas le seul personnage qui est méconnu de la part des plus jeunes, et même des personnages plus célèbres encore que Bayard sont quelque peu ignorés. C'est-à-dire que j'ai pu faire aussi une expérience où j'ai récemment parlé de Louis XIV, et je leur ai parlé de Vauban. Ben, je vous garantis que les yeux s'éclairaient pour 2, 3 ou 4 élèves sur une classe de 35. Il y a quelque chose. D'accord? Donc des personnages qui nous parlent à tous, ben, ne parlent pas aux générations actuelles, et tout simplement parce qu'on ne les enseigne pas. Quasiment pas. Ou c'est au détour de ce qu'un professeur d'histoire peut leur apporter, et qui par miracle aurait été retenu. Et c'est tout à fait logique en fait. Ils ne connaissent pas, on va essayer d'expliquer pourquoi par la suite. Mais bon, l'idée ici c'est de se rappeler qui était ce personnage qui est en train de sortir de nos mémoires, et puis après de travers ça, essayer de réfléchir à pourquoi certains sortent de nos mémoires. Donc, commençons, premier aspect de l'exposé, sur qui était ce personnage de Bayard. Voilà, vous avez une série de représentations qui sont pour la plupart du XIXe siècle, sauf celle plus naïve que vous voyez en haut, qui est une représentation du XVIe siècle, justement dans la même édition de 1525. Bayard, qui c'est un personnage qui, dès le XVIe siècle, est mis en avant pour ses exploits guerriers. C'est ses exploits de Carigliano, qui sont représentés ici, je vais en parler. C'est un personnage qui est connu pour le service qu'il a fait auprès du roi, avec la scène la plus connue, qui est sans doute l'adoubement de François Ier, cette bataille que tout le monde connaît, qu'on n'enseigne pas d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, qui est la bataille de Marignan. Et c'est un personnage donc, qui a une mort héroïque. On ressent ça, et peut-être pourquoi on ne l'enseigne pas d'ailleurs. Alors, qui c'était ce Bayard? Alors Bayard, c'est un chevalier au final, un petit noble qui va faire carrière au service du roi, comme un certain nombre d'autres petits nobles du Dauphiné. Donc oui, qui est originaire du Dauphiné. Le Dauphiné, la région de Grenoble. Le Dauphiné, c'est un espace qui, depuis le milieu du XIVe siècle, du 1348, fait partie du royaume de France. Le dauphin, donc le prince du Dauphiné, qui n'avait pas d'héritier à chercher à donner son héritage le plus offrant. Le roi de France est avéré le plus offrant, donc le Dauphiné est rentré dans le royaume de France. Ce Dauphiné, c'est un espace où il y a une pléthore de familles nobles. Je voudrais dire que l'espace s'y prête aussi. On est dans l'espace montagneux où, au Xe, XIe siècle, se formaient un certain nombre de castes chevaleresques. C'est plus facile quelque part, parce que oui, très rapidement, vous vous éloignez en montagne, l'autorité qui est en bas, elle est moins présente en haut, et vous pouvez essayer de tailler votre petite seigneurie. Il y a comme ça une pléthore de petites familles nobles. C'est aussi en Bretagne pour d'autres raisons certainement. Et dans cette pléthore de petites familles nobles, il y a une famille qui sont celles des Terrail. Les
terrail dont on arrive plus ou moins à suivre les origines jusqu'au début du XIVe ou au XIIIe siècle. Les terrails qui auront des terres du côté de Pontcharrat, très loin de Grenoble, où il y aura un château qui s'appelle Tour Bayard, qui a donné son nom à la famille également. Les terrails, tout le temps, les Bayards. Alors c'est une famille noble qui, comme tous les nobles du Dauphiné, est préoccupée à l'idée de maintenir son statut, ce qui est compliqué au XIVe, XVe siècle, parce qu'au XIVe, XVe siècle, on est dans une période où on n'est pas dans un enrichissement collectif. En tout cas, certainement pas pour l'aristocratie. Depuis le XIIIe siècle, on a fini avec les grands défrichements qui permettaient d'avoir davantage de terres à cultiver. On est rentré dans des périodes de famine, on est rentré dans des périodes aussi d'épidémie, donc il y a moins d'hommes, il y a moins de richesses. Donc on est préoccupé par le maintien de son statut. Certains nobles ont perdu leur statut entre le XIVe et le XVe siècle. Dans cet espace-là, se mettent à payer l'impôt. Alors comment est-ce qu'on maintient son statut? On maintient son statut en essayant de faire carrière. Carrière, certains enfants vont dans l'église. Carrière, d'autres vont servir l'armée. Donc il y aura comme ça un certain nombre de Dauphinois qui vont se retrouver dans les armées du roi. C'est le cas de Bayard. Bayard qui aura une carrière au départ comme page dans la compagnie. Alors c'est une famille, mais une famille quand même qui a fait un beau mariage. Les terrails, on les voit ici, on ne voit pas la mère, et donc Aimon qui est le père de Bayard, il a épousé une Allemande qui est une famille qui va donner comme 3 évêques de Grenoble, et l'oncle de Bayard, et à la fin du XVe siècle, l'évêque de Grenoble. Un bel atout dans sa bouche. Et c'est grâce d'ailleurs à cet évêque qui va entrer dans la carrière. Donc oui, si un des frères va rentrer dans l'église, Bayard, lui, va se destiner à une carrière militaire. Alors à la fin du XVe siècle, au XVIe siècle, c'est dans des conditions un petit peu différentes d'avant, mais ça peut ressembler à ce qu'on faisait avant. On avait une phase page, écuyer, etc. Donc là, on a une phase qui est celle de page, qui va être Bayard, jeune, enfant, c'est page. Page à la cour du duc de Savoie, puis page au sein d'une compagnie d'ordonnance. Alors qu'est-ce que c'est un page? C'est quelqu'un qui est un assistant d'un combattant, d'un homme d'armes. On sait par justement ses premières biographies, comment s'est passé son recrutement, on va dire, auprès du duc de Savoie, et on a preuve, au-delà de cette biographie, une montre militaire, non pas, de l'hôtel du duc de Savoie, on a une mention de ce jeune Bayard. Et puis, il va rentrer ensuite au sein d'une compagnie d'ordonnance. Il y a débat sur le moment exact où il rentre dans cette compagnie d'ordonnance, mais on a un récit que je vais vous faire parce qu'il est intéressant ce récit, en tout cas l'anecdote vaut le coup, de la façon dont il va devenir page dans cette compagnie qui est la compagnie du comte de Ligny. Il est à Lyon. Il y a en présence le roi, il y a en présence le comte de Ligny, il y a en présence le duc de Savoie. Le duc de Savoie, ça donc ça court avec lui, donc l'un de ses pages, l'un de ses serviteurs, dont Bayard, et Bayard est sur son destrier dans la cour, et donc utilise son cheval, et il fait preuve de dextérité à ce point que le comte de Ligny est impressionné et lui demande, qu'elle essaie de le pousser un peu plus loin, et lui demande de le piquer, faire partir au galop son cheval, puis de l'arrêter. Et il le fait par 3 fois, il le fait avec Baïstria. Le comte de Ligny est impressionné, va demander au duc de Savoie de lui donner ce jeune homme. Il en aurait tiré son surnom, son premier surnom, qu'on retrouve aussi mentionné dans des revues militaires, dans ce qu'on appelle des montres, piqué. Bayard piqué, Pierre piqué. Parce qu'il aurait fait piquer son cheval, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit comme récit au lendemain de sa mort. Et effectivement, on retrouve mention dans des sources antérieures à sa mort de ce surnom piqué dans les années 1490. Alors, c'est auprès de cette compagnie d'ordonnance qu'il va se former au métier des armes. C'est quoi une compagnie d'ordonnance? C'est quelque chose qui existe depuis 1445. Les ordonnances ont été choisies par le roi Charles VII. Ce sont donc des régiments militaires qui comptent une centaine de personnes, avec des lances à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est une lance? C'est un ensemble composé de 7 combattants,
des 7 combattants, il y a en général 3 combattants armés, on a des archers, on a donc une sorte de chevalier qui n'est pas forcément le titre de chevalier, on va trouver ce qu'on appelle un coutelier, et on va trouver un page. C'est auprès là, de ces petites unités de lance qu'il se forme Bayard. Et Bayard, il est formé avec un esprit qui est l'esprit chevaleresque. Forcément. Parce que quand on est noble au XVe siècle, mais encore au XVIe siècle, on est formé dans l'état d'esprit chevaleresque. L'idée, la caricature qu'on a de la fin du Moyen-Âge, c'est celui de la fin de la chevalerie. C'est pas tout à fait juste, c'est pas juste. Ça, effectivement, elle est vouée à mourir, cette chevalerie, parce qu'il y a eu les transformations qui sont l'apparition de l'artillerie. D'accord ? Et l'art de la guerre est en train de changer. Mais c'est pas pour autant que les mentalités ont changé, c'est pourtant que ce référent chevaleresque a changé. Et au XVe siècle comme au XVIe siècle, eh bien, on lit toujours autant de romans de chevalerie, peut-être même davantage, puisque l'imprimerie va naître. On produit des romans de chevalerie. Pensez au début du XVe siècle, c'est La Morte d'Arthur, un grand récit arthurien. On écrit même des biographies de chevaliers. Alors vous le connaissez sans doute beaucoup moins que Bayard. Là sur la droite, j'ai mis une copie d'une biographie qui est la biographie de Jacques de Lalaing. Jacques de Lalaing, qui, sans doute pas, qui est un chevalier bourguignon, qui meurt au milieu du XVe siècle, et qui a un surnom. Je vais peut-être vous dire quelque chose, parce que Jacques de Lalaing était appelé le chevalier sans peur et sans reproche. Effectivement, Bayard n'a pas été le seul. La Trémoille, lui, va être le chevalier sans reproche. On voit l'influence que peut avoir la littérature chevaleresque sur les surnoms qu'on associe à d'autres chevaliers par la suite. Et voilà, il est élevé dans un cadre, dans une série de valeurs, dans une idée de comportement avec les dames, de comportement face à la chose militaire, de comportement par rapport au roi aussi. Car au XIVe, XVe siècle, l'idéologie chevaleresque, c'est une idéologie qui est très associée au service du roi. Ça n'est plus comme au XIe, XIIe, voire XIIIe siècle, le service du seigneur, le seigneur proche, dont on est le vassal. Non, on a une construction étatique, on a un renforcement du pouvoir royal, et désormais, le seigneur que le chevalier sert, c'est en général le prince du roi. Alors juste, pour l'anecdote, on se forme à l'esprit chevaleresque parce qu'on a tout cet encadrement militaire, on a tout cet encadrement culturel, puis on a encore tous ces événements qui sont les événements de la vie chevaleresque tels qu'on va retrouver au XIIe, XIIIe siècle. On a au XVe siècle, on a au XVIe siècle des tournois. Pensez au roi Henri II qui mourra en 1559 à Paris lors d'un tournoi. Vous savez peut-être ça. C'est sans doute aussi comme ça qu'il s'est formé. On a des récits de tournois auxquels a participé Bayard dans sa jeunesse. Alors, une biographie récente tente à poser des doutes sur les dates qui ont été attribuées. Ça ne s'est peut-être pas passé avant les guerres d'Italie, comme c'est évoqué par ces biographes, mais plutôt après, à la fin du XVe siècle, mais qu'importe. Juste pour l'anecdote, il y en a deux qu'on pourrait citer, mais on sait qu'il a participé à Lyon, peut-être en 1495, à un pas d'armes, où il a affronté un grand chevalier époque, qui s'appelle Claude Vaudrey. Un pas d'armes, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'équivalent d'un tournoi, de duel. Vous jouez un passage, un pas, et dans ce pas, il y a un chevalier qui est chargé de ce passage, de le garder. Et donc, celui qui gagne, c'est celui qui soit arrive à tenir son passage, soit celui qui arrive à faire quitter son passage, celui qui est censé le tenir. Et donc, on a tout un récit du jeune Bayard qui va, après avoir trompé un de ses oncles pour récupérer de l'argent, il s'équiper en tant que chevalier, être un peu moqué par tout le monde parce qu'il est encore très jeune, il va se présenter devant ce chevalier expérimenté. Ils vont tous, plein de chevaliers en tout cas, l'affronter, et Bayard est le seul qui va réussir à tenir la dragée haute à ce grand chevalier, un des premiers exploits qui dit beaucoup de sa carrière à venir. Alors Bayard, c'est quelqu'un qui va se forger une réputation, le droit d'être usurpé, au travers des actions qu'il va mener. Et ces actions, ils vont avoir un cadre principal, c'est celui des guerres d'Italie. Histoire complexe que la question des guerres d'Italie, qui vont occuper le royaume de France, c'est-à-dire de 1494 à 1559, plusieurs des guerres d'Italie. Juste pour les expliquer un peu, pas dire trop, mais pourquoi est-ce que le roi de France, les rois de France, vont faire la guerre en Italie? Eh bien tout simplement parce que les rois de France peuvent revendiquer les héritages italiens. Je vous ai placé ici
une présentation de la généalogie des rois de France, les premières revendications vont être celles de Charles VIII. Charles VIII, il va revendiquer le royaume de Naples. C'est pour ça qu'il va mener sa première guerre d'Italie. Alors pourquoi il revendique le royaume de Naples? Tout simplement parce que Charles VIII, c'est le descendant de Louis XI, son père, d'accord, logique, mais Louis XI, il a en 1481 reçu un héritage, celui de René d'Anjou. René d'Anjou, le roi de Provence, pardon, et aussi théoriquement roi de Jérusalem, et roi de Naples. Théoriquement, parce que depuis 1443, c'est les Espagnols, les Aragonais, qui sont à la tête de Naples. Et bon, on peut considérer que c'est illégitime, qu'ils ont pris le pouvoir par la force. Donc Charles VIII va revendiquer ce royaume qui était à l'un des membres de sa famille, en tout cas, qu'il a reçu de par son père en héritage. Il y aura aussi le cas Louis XII, parce que vous savez que Charles VIII a malheureusement mal fini, vous connaissez sans doute l'accident de Charles VIII au château d'Amboise, on en reparlera, c'est connu je pense. Mais donc Charles VIII va mourir et donc on va lui trouver un remplaçant, Louis XII, son cousin. Et Louis XII, lui, il descend de la famille des Orléans, l'autre famille des Orléans, précédente. Et donc les Orléans, ils ont, dans le grand-père de Louis XII, eh bien, il était le mari d'une certaine Valentine Visconti, à la fin du XIVe siècle. Et Valentine Visconti, ben, c'est une fille des ducs de Milan. C'est un peu comme à Naples, au milieu du XVe siècle, il y a les Sforza qui ont viré les Visconti à Milan. Louis XII, ils disent, bah oui, je suis héritier du royaume de Naples, mais je suis aussi héritier du duché de Milan. Depuis la fin du XVe siècle, depuis les guerres contre le duc de Bretagne et contre le duc de Bourgogne, il y a moins de problèmes intérieurs, on peut se concentrer, on peut se lancer dans cette aventure italienne. Et c'est dans ces aventures italiennes que Bayard va apparaître comme étant un chevalier d'exception. Je ne vais pas faire un récit trop circonstancié, parce que ça nous amènerait très loin, mais juste pour dire quelques-uns de ses exploits et pourquoi on l'a retenu à cette époque-là, pourquoi il va être célèbre dès les années 1510-1520. Il a été évoqué dans certaines chroniques, partout dans les chroniques françaises, évidemment. Après, il est encore plus célèbre par la suite. Alors, tout d'abord, on sait que Bayard, un parmi d'autres, va participer à la première expédition d'Italie. C'est celle qui va amener, qui est triomphale au début, Charles VIII, jusqu'à prendre le royaume de Naples, bien temporairement. Bien temporairement, en tout cas, Charles VIII, s'il arrive triomphalement à descendre jusqu'à Naples, la mer s'ouvre devant lui, va choisir de repartir, il faut bien repartir au royaume de France. La situation est quelque peu inconfortable pour son départ, parce que la plupart des États italiens vont se concentrer en leur force pour pouvoir combattre le roi de France. Et donc, au sortir des Apennins, il va rencontrer à Fornoux les troupes ennemies du pape, de Venise, etc. Et les affronter. C'est la bataille de Fournoé. On a un récit qui nous apprend que Bayard fait partie des chevaliers, en tout cas des guerriers, qui se démarquent le plus. Je précise guerrier parce qu'une des hypothèses voudrait que c'est peut-être à Fournoux que Bayard ait reçu ce titre de chevalier. Il était assez coutume qu'à la fin des grandes batailles, eh bien, on soit adoubé. Est-ce là que Bayard est devenu chevalier? Peut-être. C'est vrai qu'au XVIe siècle, on ne le retrouve plus, c'est-à-dire dans les années 1500, on ne le retrouve plus avec ce surnom Piquet, peut-être qu'il a changé de statut et qui est devenu chevalier entre-temps. En tout cas, c'est un paradoxe, c'est que Bayard, c'est la grande figure chevaleresque du début du XVIe. Je ne sais pas quand il est devenu chevalier. Peut-être. Première aventure italienne, premier exploit, si on veut, en tout cas, donc il se forme à la guerre au plus près du danger. Il va participer aux guerres suivantes. En 1499, on est dans la prise de Milan par Louis XII, et surtout donc dans la reprise de Naples. Et c'est à la suite de ça que va s'illustrer le plus Bayard. Et c'est le temps de ces grands exploits-là, c'est le temps des années 1500-1504, de la troisième guerre d'Italie. Là, après la prise de Milan et la reprise de Naples par Louis XII, il y a un problème, c'est que la reprise de Naples, elle s'est faite en commun accord avec les Espagnols. C'est-à-dire que le roi d'Espagne, il s'est partagé les terres du royaume de Naples avec le roi de France. C'est une situation un petit peu inconfortable, c'est-à-dire qu'on a des garnisons espagnoles et des garnisons françaises, avec des
combattants qui se regardent parfois en chien de faïence, surtout que c'est pas très clair de où s'arrêtent les limites de l'un et de l'autre. Ça va être l'origine de la guerre. En tout cas, il y a, avant que la guerre à proprement parler commence, il y a des tensions entre les combattants dans cette partie de l'Italie. Et parmi ces tensions, il arrive que des guerriers en rencontrent d'autres, et on est des chevaliers, et on lève le gant, on s'affronte. Et on sait que Bayard va affronter des Espagnols, avec certains de ses hommes, et notamment ce personnage qui s'appelle Alfonso de Sotomayor, représenté dans cette figuration assez naïve du XVIe siècle, toujours issue de l'ouvrage que je vous ai déjà montré. Alors Alfonso de Sotomayor, c'est un combattant de niveau équivalent socialement à Bayard, et lors de leur affrontement avec d'autres guerriers, les Français en sortent vainqueurs. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque on est vainqueur d'un noble quand on est noble au Moyen-Âge, ou à l'époque moderne? Eh bien, on capture, on l'en fait prisonnier et on demande rançon. C'est la coutume. Ça se passe comme ça se passe, c'est-à-dire qu'au final, je passe sur des péripéties puisqu'il tente de s'échapper, Sotomayor, peu importe, Sotomayor est libéré contre rançon. Mais là, il y a un problème. C'est que Sotomayor fait courir une rumeur sur Bayard. Bayard l'a maltraité. C'est attenter à l'honneur du noble qui est Bayard, du noble chevalier qui est Bayard. On ne maltraite pas un prisonnier, on ne maltraite pas un chevalier. Donc, il va provoquer Sotomayor en duel. Donc, c'est une sorte de prémisse de la guerre avant la guerre avec les Espagnols. Et vous imaginez bien, déjà, en soi, acte de bravoure, provoquer le duel, de se montrer si respectueux de sa dignité et de son rang. Et évidemment, il va vaincre et tuer Sotomayor. Il y a d'autres escarmouches qui vont se dérouler par la suite. Ils vont faire un combat entre 11 ou 13, ça dépend des récits, combattants français et combattants espagnols. Et à nouveau, Bayard qui va se retrouver, à 2 contre 11. Bayard va sortir vainqueur dans l'affrontement entre des Espagnols et des Français. Il commence à se faire une réputation au sein des armées françaises. Mais c'est au moment où pour la France ça va le plus mal qu'il va vraiment se forger sa stature. C'est ce qui se passe à Carigliano. Ce que vous voyez représenté ici, je vous rappelle le pas d'armes tout à l'heure, mais ça c'est un vrai pas d'armes, où sa vie est en danger. Il va tenir un pont sur une rivière, en Italie, seul, en tout cas à peu d'effectifs, face à des effectifs plus importants. Ça c'est du grand exploit. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? À partir de 1503, les Espagnols attaquent véritablement et ça se passe très mal pour les Français. Les Français doivent aller vers le nord et essayent de faire la jonction du Budget avec des troupes qui doivent venir de Milan. Les Français sont positionnés, donc oui, j'étais là, sont positionnés sur le Carigliano. Les Espagnols sont de l'autre côté, à Pontecorvo au départ. Bon. Et donc pour passer à Carigliano, les Français, donc, qui viennent de Naples, ils ont construit un pont de bateau. Et évidemment, ils sont poursuivis par les Espagnols. L'affrontement peut arriver, on veut éviter qu'il arrive. Et il y a un pont, il faut défendre. Alors comment ils vont faire les Espagnols, que c'est le récit qui nous est donné par ces deux biographes? Les Espagnols vont faire une feinte. Ils vont faire croire qu'ils vont passer à gué le pont, la rivière, pardon. Mais en attendant, 200 chevaliers espagnols, enfin 200 cavaliers espagnols foncent vers le pont du bateau. Seul Bayard le voit, il va se lancer au devant des 200 hommes qui arrivent et tenir le pont à lui tout seul pendant plusieurs minutes, réussissant, en profitant aussi d'un peu défilé, pour ne pas être tous ensemble face à lui, par les bousculer et les mettre de côté. Alors d'après le biographe le plus récent de Bayard, en vérité, on a rassemblé dans cet épisode de Carigliano 2 épisodes, mais qui sont en fait équivalents. On a un récit qui nous est donné d'un chroniqueur qui est peut-être un peu plus crédible que les deux biographes, un chroniqueur qui s'appelle Jean d'Autun, qui est le grand chroniqueur, un des chroniqueurs autour du roi de France, en ce début du XVIe siècle, et qui parle en fait de 2 épisodes de défense de pont. Le premier à Carigliano et le second ici à Mola. Alors qu'est-ce qui semble s'être passé? Alors dans le récit de Jean d'Autun c'est un peu similaire, sauf que dans le cas du récit de Jean d'Autun,
c'est les Français qui se lancent à la bagarre face aux Espagnols. Il n'y a pas eu de fin des Espagnols. Dès que le pont est là, les Français veulent aller à la bagarre. Et il est tellement pressé d'aller à la bagarre à Bayard qu'il y va sur ce pont de Carigliano. Il y va simplement avec son pourpoint, il n'a pas mis son armure. Et c'est ça qui a réimpressionné les soldats, c'est qu'il arrive à tenir sans être blessé sur le pont. Bravo cheval. Et il y a un second épisode, parce que malheureusement, même s'il y a ce monde bravoure autour de Carigliano, eh bien, il y a un nouvel affrontement parce qu'ils sont obligés de reculer, les troupes françaises, autour du pont de Mola. Et donc, ils veulent encore aller plus au nord, les troupes du roi. Et donc, on va demander à quelques hommes de tenir le pont de Mola. Parmi ces hommes, il y a Bayard. Et Bayard va tenir pendant plusieurs heures le pont pour permettre à ses camarades de partir. Bayard va avoir une histoire assez tragique, une histoire de tenir des ponts, parce que c'est là où c'est dans une condition assez similaire qui va finir par mourir. Je vais y revenir. Bon. 1503, malheureusement, les Français sont mis à l'écart de Naples et ne reviendront pas. Il reste Milan. Et à nouveau, il va y avoir des exploits de Bayard dans le Milanais. Alors Bayard, il a eu de la promotion depuis, il est devenu capitaine, responsable d'une compagnie, et il va se démarquer dans les luttes que Louis XII fait contre la République de Venise. Il y a une ligue qui s'est créée, qui s'appelle la Ligue de Cambrai, qui unit un grand État italien contre un peu de Venise, notamment les États pontificaux avec lui. C'est l'occasion pour Louis XII de récupérer un peu de terre. Et donc il fait une grande bataille contre les Italiens à Ganel. On sait que Bayard était de la partie. Malheureusement pour Louis XII, le pape notamment et d'autres s'inquiètent du fait que le roi de France profite un petit peu trop de leur alliance et ils se retournent. Les anciens alliés du roi de France deviennent des alliés de Venise, donc l'ennemi d'autrefois devient l'ami de maintenant, la politique. Donc des bagarres continuent, mais cette fois-ci c'est plus inconfortable pour la France, et dans ce cadre-là, il y a un combat avec les Vénitiens du côté de Brescia. C'est un autre moment qui est très connu, qui est toujours présent dans les manuels scolaires de la Troisième République, c'est ce siège de Brescia auquel a participé Bayard, et lors de ce siège, on sait quand on prend une ville, ça ne se passe pas forcément très bien pour la population. Et auprès des jeunes femmes, on fait pire. Et Bayard, lors de ce siège, il est blessé à la cuisse, il reçoit un coup d'albar. Et Bayard, contrairement aux autres, il va très bien se comporter. Il va être conforme à l'éthique qu'on attend de chevaleresque, à l'éthique chevaleresque. On sait, c'est interprété par ces deux biographes, qu'il va se rendre dans une maison juste à côté de l'endroit où il a été blessé. Dans cette maison, il y a des dames. Il promet de ne pas y toucher. Il n'y touche pas, il reste plusieurs semaines et donc porte effrayant la gêne occasionnelle. L'exemple du chevalier de Mercure. Des combats importants entre 1508 et 1513 et qui finiront malheureusement à nouveau mal pour les Français. On a quitté, vous avez vu Naples, en 1513, on est obligé de quitter 1515. On va essayer de la reprendre bien. Et Milan, on arrive à le reprendre avec François Ier, au début de l'année 1515, justement. Lors de cette bataille, les Italiens ont pris, les Sforza ont repris Milan. Bayard et cette nouvelle expédition. On arrive à vaincre les mercenaires suisses qui défendent Milan. Et au soir de la bataille, preuve du prestige qu'a acquis Bayard, c'est Bayard, ce héros des guerres précédentes, qui va adouber le roi François Ier. Alors, je dis juste au passage, il y a eu un grand historien qui s'est dit Le Fur, qui travaille sur la Renaissance, qui a proposé l'idée que cet épisode, qui est l'épisode le plus connu de Bayard, l'adoubement de François Ier, soit une forgerie, soit un mensonge. Pourquoi il pensait ça? Il pensait ça tout simplement parce que l'habitude, c'est que le roi de France soit adoubé au moment de son sacre. Le sacre a déjà eu lieu lorsque François Ier s'élance et vint à Marignan. Selon l'historien le plus récent de Bayard, il semblerait que Le Fur soit un petit peu trop sceptique, parce que son hypothèse repose beaucoup sur l'idée,
ce que je viens de vous dire, mais aussi le fait que le premier personnage à évoquer cette scène de l'adoubement de François Ier, c'est le biographe Symphorien Champier en 1525. On n'a pas mention de cet adoubement en 1515, on en a une en 1525. Et donc il a pensé qu'en fait on avait fait cet ouvrage sur Bayard pour valoriser le roi, adoubé par le chevalier Bayard, pour montrer que le roi c'est un grand guerrier, parce qu'en attendant l'émeute de 1525, vous savez peut-être que le roi a été vaincu à Pavie, et pire, a été prisonnier. Donc ça aurait été une manière de refaire la superbe du roi. Il y a des grandes chances que cette hypothèse soit fausse, même si elle est brillante, parce que c'est qu'un tout petit passage, même si qui est valorisé dans cette édition, cette histoire de l'adoubement, pas centrale dans la biographie de Bayard. Puis on a un autre document, en tout cas une copie d'un document qui nous parle des frais liés à l'adoubement de François Ier. On a une copie des années 1530, il y a de grandes chances que tout ceci soit fondé. Il n'y a pas de raison, a priori, de remettre en cause, comme on a pu le faire, eh bien, cet épisode de la vie de Bayard. Je passe sur Charleville-Mézières, sinon je vais m'étendre trop longtemps. Retenez en tout cas que dans les 1510-1520, Bayard est un personnage important du royaume de France. Il va être nommé lieutenant général du Dauphiné. Il va s'occuper de Grenoble notamment, il va s'occuper des pestiférés, des épidémies, éviter les crues. Il va être gouverneur. Et ça va être aussi un personnage qui est présenté comme étant un grand commandant de troupes, ce qui fait qu'on va faire appel à lui lorsqu'il y aura des problèmes aux frontières. Il va se démarquer notamment lors d'un siège qui est le siège de Mézières en 1521, ce qui fait qu'il y a une autre statue qu'à Grenoble de Bayard, il y a une statue aussi à Charleville-Mézières, mais Charleville et Mézières sont séparés à cette époque-là, parce qu'il a défendu Mézières face aux attaques. Défendu brillamment. Je passe sur ça, je vais directement aller au moment le plus tragique. Bon. Le problème pour le roi de France, c'est toujours le millénaire. Et si on reprend en 1515, Milan, ça n'est que pour un temps. Dans les années 1520, à nouveau, les luttes reprennent, et ces luttes vont s'avérer au final dramatiques pour les troupes françaises, puisqu'on va perdre définitivement Milan. On va perdre définitivement Milan, on va perdre aussi de grands commandants dans le cadre de la défense ou des tentatives de reprise de Milan. En tout cas, on va perdre aussi Bayard. Alors qu'est-ce qui s'est passé après un siège ou une tentative de blocus qui a échoué des troupes françaises de Milan? Eh bien, les troupes se replient plus à l'ouest. Et ils sont poursuivis par les Espagnols. Et c'est une petite bataille qui se déroule. Et il faut faire en sorte que les troupes soient le plus protégées possible. Et il va se passer un moment où il va falloir passer une rivière. Un petit peu comme précédemment, c'est la rivière là, donc au niveau de Sézia, qui est ici. Vous ne voyez pas, je mets toujours ma petite flèche. Mais je vous rends compte, vous ne voyez pas ma flèche. Sézia, c'est quelque part par là. Alors qu'est-ce qui se passe à Sézia? Eh ben, voilà, il faut faire en sorte que le plus possible de troupes passent la rivière, et donc il faut tenir face aux Espagnols. Le problème, c'est que on est à une époque où les armes à feu sont développées. Les Espagnols d'ailleurs sont à la pointe du développement par rapport aux armes à feu. Et le passage se fait sous l'attaque permanente, les tirs permanents. Donc on envoie des cavaliers pour essayer de semer ces tireurs, mais avec le risque que ça suppose. Bonnivet, qui est le commandant des troupes, finit par être blessé. Donc il choisit donc, de repasser la rivière et de laisser son commandant à Bayard. Et de s'assurer que les troupes continuent à passer. C'est ce que va faire Bayard pendant plusieurs heures. Mais Bayard, à son tour, est blessé. Et il est blessé d'une balle. Alors, les récits sont un peu différents, mais il semblerait que la balle soit dans son dos et lui brise la colonne vertébrale. Il ne tombe pas tout de suite de cheval. Il parvient à passer la rivière, donc il va se replier progressivement à proximité d'un endroit qui s'appelle, vous voyez là, Rovazanda. Et c'est là que, il va
rester, demandant aux troupes de continuer leur chemin et finir les dernières heures mourant, donc prisonniers. Alors, à cette occasion, tous les récits, mais qui sont des récits a posteriori, qui sont sans doute reconstruits, on nous explique qu'il veut être placé droit parce qu'il ne veut pas mourir en ne faisant pas face à ses ennemis. C'est quelque chose de l'esprit chevaleresque. Et puis, alors c'est un récit des années 1540, il aurait rencontré dans le cadre de ces derniers instants le connétable de Bourbon, celui qui, vous savez peut-être, a trahi le roi de France pour prendre le côté de Charles Quint. Et donc il va, alors que le connétable de Bourbon le félicite pour, lui fait part de toute son admiration sur sa bravoure, alors lui il lui explique, je lui dis, j'ai pitié de vous car vous servez contre votre prince et contre votre patrie. Au passage, souvent on dit que le patriotisme est quelque chose de très récent. Le patriotisme, il existe depuis la fin du Moyen-Âge, assurément. C'est un autre sujet. Donc, le lendemain, quelque part, de ces exploits, il est célébré. Ce que vous avez donc là, c'est les différentes éditions de Saint-Florin de Champier, c'est-à-dire son premier biographe. Il y a 4 éditions au cours du XVIe siècle de cette biographie de Saint-Florin de Champier. Il va y avoir aussi le loyal serviteur, qui s'appelle Hubert Serviteur, qui Pierre de Maille, qui est un proche de Bayard, qui va aussi rédiger sa biographie, et il y aura plusieurs éditions au cours du XVIe siècle. Là-bas, c'est une édition du début du XVIIe siècle, qui passe la postérité, il passe la référence à mort, il rentre dans la postérité au cours du XVIe siècle, il passe le XVIe siècle pour rentrer au XVIIe siècle. Alors que la chevalerie en soi n'existe plus au XVIIe siècle, qui est encore une figure admirée et mise en avant. Là, ce que vous avez, c'est une représentation. C'est une photo du château de Beauregard. On est pays château de la Loire. C'est un château qui va être décoré par un grand administrateur du roi, de Louis XIII, de Louis XIV, qui s'appelle Paul Hardier, un grand administrateur de Louis XIV, pardon, de Louis XIII, pardon. Et c'est la galerie des illustres, dans laquelle vous trouvez plein de combattants. Et dans ces combattants, vous voyez évidemment Bayard. Il passe forcément en tant que grand représentant des serviteurs du roi les XVIIe, XVIIIe siècle, parce que même si on n'est plus dans le monde de la chevalerie, on est dans un monde où, en tout cas pour les nobles, en particulier ceux qui servent dans l'armée, l'idée du sacrifice ultime est quelque chose qui est valorisé et continue à être valorisé. Et c'est en cette raison certainement qu'il va passer la Révolution. On a vu ce statut de Grenoble dans les années 1820, 1823, et qui va être réintégré. Ce personnage, dans le récit, dans l'histoire qu'on prodigue aux enfants à la fin du XIXe siècle, c'est l'histoire de la Troisième République, le fameux roman national. Alors pourquoi on le met en avant? Parce que c'est un personnage important du XVIe siècle, incontestablement. Si vous voulez parler des guerres d'Italie, c'est un personnage pour lequel on peut permettre de comprendre un certain nombre de choses de la guerre d'Italie. On a parcouru, j'ai été rapide, mais un certain nombre de moments de la guerre d'Italie qui est une période très compliquée. Lui, il résume les premières guerres. C'est pas mal. C'est un personnage qui se prête bien au récit pour les enfants. On ne voit pas bien les reproductions, là, je les ai pris sur Gallica, c'est la Bibliothèque nationale de France, on peut accéder à ça en ligne, si vous voulez lire. La reproduction n'est pas très bonne, le scan de la Bibliothèque nationale de France n'est pas très bon, peu importe. Mais donc, on voit ce qu'on racontait aux enfants, là, en 19e, c'est Le Pont, Perigliano, c'est Breccia, et donc les dames qui ont leur honneur saut, et c'est aussi Marignan. Alors, vous voyez sans doute pas, mais on a les questions qu'on posait aux enfants à la fin de la leçon, les questions sur Bayard, raconter ce qui s'est passé sur le pont, etc. Oui, c'est le plaisir de l'anecdote, c'est le plaisir de l'histoire, pour essayer d'intéresser les petits-enfants qu'ils ont en face. Et évidemment, c'est vrai, c'est souvent son reproche au roman national, c'est que derrière ça, il y a un modèle. Vous comprenez bien que dans la France de la fin du XIXe siècle, il y a beaucoup de vertus dans ce personnage de Bayard, qui est une figure patriotique. Je peux passer là, les mots qu'il aurait dit au connétable de Bourbon, qu'on soit de gauche ou de droite à la fin du XIXe siècle, le patriotisme, c'est quelque chose qui se discute vraiment en soi. Ça se comprend, et puis ça se comprend évidemment dans cette situation qui est la situation face à l'Allemagne. On est dans l'après-guerre franco-prussienne, cette blessure qui est la perte de l'Alsace-Moselle,
ça structure forcément la pensée et l'idée que peut-être un jour, il y aura à faire preuve de bavure aussi. Et on est encore certainement dans un monde où la figure de l'homme est une figure virile, et cette figure du combattant capable à la fois de bien se comporter avec les dames et de faire l'ultime sacrifice est une figure qui parle à tout le monde. Alors, depuis, évidemment, Bayard a un peu disparu comme d'autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un épisode, au fond, de ce qu'on appelle le roman national aujourd'hui. Sans doute entendu l'expression. Je dérive sur la question aujourd'hui du pourquoi l'oubli, comment ça marche les programmes scolaires, ces grandes lignes aujourd'hui, programmes scolaires en histoire. Parlons déjà de ce roman national qui est tant critiqué aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que c'est le roman national? Alors, c'est une expression qui est utilisée par un historien, vous connaissez sans doute tous, qui s'appelle Pierre Nora. Alors, donc, c'est un grand, très grand historien, Pierre Nora, et qui a utilisé cette expression pour désigner justement le récit que l'on faisait, le récit d'Ernest Claviste, aux enfants, à la fin du XIXe siècle, dans les manuels scolaires. Je ne vous relis pas, parce qu'au fond, ça correspond à ce que je viens de dire, hein, ce qu'explique Nora. Hein, on l'enseigne parce qu'il s'agit de réconcilier. Non, je n'ai pas dit ça. On l'enseigne parce qu'évidemment, il y a ce qui s'est passé avec l'Allemagne, et on l'enseigne aussi parce qu'on est dans une France qui est encore marquée par l'épisode révolutionnaire, et qu'il s'agit de réconcilier tout le monde. Hein. Ça marque encore certains d'entre vous, mais aujourd'hui, c'est la thèse de Patrice Guilifet, vous connaissez peut-être, qui dit la révolution s'est terminée, au sens où les gens ne pensent plus à la révolution. C'est vrai qu'au XIXe siècle, ça marque encore profondément les esprits. La France est encore très profondément divisée là-dessus. Le roman national, c'est une manière de créer un récit collectif qui prend en compte les aspects de chacun, même si évidemment la dimension républicaine est la dimension la plus marquante, mais c'est aussi une histoire de bras. Un récit réconciliateur avec des figures qui peuvent faire l'unanimité auprès de chacun des camps politiques. Parler à tout. Donc, roman national. Alors, ce roman national, c'est ce qui est présenté aux enfants par une série manuelle, notamment celui de Lavis. Et donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le tour en France des deux enfants. On aura par la suite, à l'après-guerre, c'est sans doute au moins de nom, hein, Mallet et Isaac, qui va faire le bonheur, je ne sais pas, hein, mais des générations d'enfants de l'après-guerre pendant très longtemps. Le problème, il n'est pas caché de ce roman national. Regardez cette phrase qui fait aujourd'hui hurler certains, j'imagine, hein, c'était écrit là, la première édition c'est de 1884, là je crois que c'est l'édition 1918, 1914, je ne sais plus. Mais il y a marqué hein, sur la tour, alors là c'est la version pour le courvoyant, il y a marqué hein, enfant, tu dois aimer la France parce que la nature l'a faite belle et parce que l'histoire l'a faite grande. L'horreur, on peut représenter cette phrase aujourd'hui auprès de ça. Le problème n'est pas caché. Et justement, quand je dis ça avec un peu d'ironie, vous comprenez peut-être pourquoi on en parle un peu moins, parce qu'on n'a pas tellement envie que, en tout cas c'est ma thèse, qui vous surprendra beaucoup, que des enfants aujourd'hui pensent qu'il faut aimer la France parce qu'elle est belle et que l'histoire l'a fait grande. Alors, petit détour sur les programmes aujourd'hui. C'est difficile de voir de là où vous êtes, j'imagine. Mais force est de reconnaître que l'histoire de France, elle n'est pas tellement présente dans ce qu'on fait à vos enfants, ce qu'on présente à vos enfants à l'école. Le moment où elle est le plus présente, c'est quand même le primaire. Ah, l'enseignement de l'histoire commence véritablement en CM1. Apparemment, des activités d'éveil en CM1. Et c'est là qu'ils vont être confrontés à l'histoire, qui n'est qu'en CM1. Si les choses se passent bien, ils vont apprendre la France avant la France, ils vont apprendre un peu le temps de roi, ils vont apprendre la Révolution et l'Empire. On retrouve quelques personnages qui sont là. Henri IV, Louis XIV, paraît plutôt structuré. Alors, pour faire une critique toutefois, c'est moins de ces programmes-là, même si on voit la dimension victimaire qui disparaît, vous n'hésitez pas à le dire colonial et l'esclavage est là déjà. Pourquoi ne pas l'enseigner, mais on voit quelque chose déjà. Certaines périodes qui sont étudiées là, vos enfants, petits-enfants, n'entendront jamais plus reparler dans l'ensemble de leur scolarité par la suite. Hein. Plus jamais. Alors, ils ont des chances, et encore, de pouvoir entendre parler de Louis IX, peut-être, de Saint-Louis. Clovis, les invasions barbares, la fin de l'Empire romain,
Ça n'existe plus à partir de leurs 10-11 ans, c'est fini. Ils ont théoriquement ça en tête, ils ne l'oublieront jamais. Ce dont je doute véritablement, compte tenu des élèves que j'ai en face de moi en ce moment. Mais on ne le répétera plus jamais. Un élément structurant de comprendre la formation du territoire qu'est la France, qui va disparaître des conflits. Puis viennent des dimensions qui fâchent un peu plus. Lorsqu'on arrive au collège, on a la France, elle n'est plus tellement là. Alors, où elle est là comme un cadre dans lequel on peut faire des études. C'est pas l'histoire de France, non plus. On lit juste les trois thèmes là, de la classe de 5e qui correspondent davantage à ce que j'ai présenté ici. Vous voyez, il y a marqué chrétienté et islam, 6e, 13e siècle, des mondes en contact. Alors, 6e, c'est parce qu'ils vont faire l'Empire byzantin, c'est pas parce qu'ils vont parler de Colonie. Ensuite, société, église et pouvoir politique dans l'Occident féodal. Et transformation de l'Europe, ouverture au monde. À quel moment ils peuvent voir parler un peu de France là? À un moment, il y a une comparaison entre l'Europe carolingienne et Byzance. Je dis, Clovis, tout ça n'existe pas, il commence directement au 9e siècle. C'est facile à comprendre. Donc là, un petit rapport à l'histoire de France, même si l'essentiel c'est quand même consacré à la présentation de la naissance de l'islam. Et ensuite, on va présenter les structures du monde féodal. On va avoir l'étude de cas qui est à la France. Mais le seul moment où ils vont vraiment entendre parler de la France, ça va être un peu compliqué parce que ça suppose que c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures peut-être en fonction du prof. Il y a une partie de la thématique qui est l'affirmation de l'État monarchique. Donc ils peuvent peut-être faire une étude sur Saint-Louis, Jeanne d'Arc, si on a un professeur réactionnaire, je ne sais pas. Mais c'est un flash, quoi. La même chose, dans les guerres d'Italie, tout ça, dans ce que vous voyez sur l'étude sur la Renaissance, ça n'apparaît pas. Par exemple, ils vont commencer l'étude sur le XVIe siècle sur la comparaison entre Soliman, le Magnifique, et Charles Quint. Il est assez loin de la France, je ne doute pas que c'est un personnage important du XVIe siècle. À mon sens, en tout cas, les premiers à devoir être évoqués lorsqu'on parle à des petits Français d'histoire en 5e. Oui, parce qu'en fait, désormais, ce qu'on fait dans les programmes d'histoire, ça n'est pas une histoire événementielle, on veut, c'est comme ça que c'est justifié, leur présenter des phénomènes historiques, des processus historiques, des faits de société. Donc voilà, on s'en fiche de savoir comment la France a évolué entre le 10e ou le 15e siècle, alors un aspect de la question, qui est la construction de l'État, c'est l'exemple de l'État français. C'est juste cette dimension-là. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de savoir comment était structuré leur féodal. Voilà, c'est ça la question. Si on prend un exemple français, ça marche. Si vous prenez un exemple anglais, ça marche aussi. Et c'est plus ça le sujet. Le sujet, c'est pas l'histoire de France. Pareil pour les sujets de seconde. La Méditerranée médiévale, entre le 11e et le 13e siècle, des petites redondances, des questionnements à avoir. Donc c'est islam, Byzance et l'Occident féodal. C'est que ça. Que ça sur le Moyen-Âge. L'avant 11e siècle, ça n'existe pas. L'après 11e, 12e, ça n'existe pas. Tout ça tient sur un peu de vague. Sur le 16e, sur le 17e siècle, c'est les grandes découvertes, évidemment, l'esclavage. Et donc, c'est la Renaissance. On ne pas de problème à ça, mais c'est plutôt centré sur la question italienne. La France apparaît très peu. Ou alors c'est sur un thème, sur un chapitre. Alors il y a un chapitre après sur la construction d'État, un peu comme un 5e. On repart sur la Révolution anglaise américaine. C'est pas que ça passe ses intérêts de travailler sur ces aspects-là. C'est juste qu'on voit quand même que la France, c'est pas le fil conducteur. Ça l'est plus. Et c'est quand même assez récent. Je ne vous dis pas davantage. Là, c'est une photo d'un manuel de 1993. Et si vous regardez le manuel et donc le programme de 1993, qu'est-ce qu'on avait en seconde, donc la classe équivalente à celle-là, où ils font l'islam, l'ouverture atlantique et la Renaissance et l'humanisme. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient la première partie de l'ancienne France et la Révolution, en 1993. Ils avaient la Révolution à l'Empire, l'échec de la monarchie constitutionnelle, la République et la guerre, la France de Napoléon, la France et l'Europe. Ils nous rappellent, mais c'était centré sur la France. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose dans les années 2000-2010, même si c'est quand même une tendance de fond. Là, je sors juste une comparaison qui est faite par une femme qui s'appelle René Cassin, qui était institutrice, qui comparait le Malais Isaac avec les manuels des années 90 et qui montrait déjà que
La guerre de 100 ans, c'était 32 pages en Malais Isaac, en 93 c'était 11 lignes, en 96 c'était rien. Une tendance de fou, ça c'est vrai, mais il y avait encore ce fil conducteur français. Alors pourquoi est-ce que ça a disparu? Alors on va... Là c'est un historien qui est très célèbre, qui s'appelle Henri Rousseau, qui explique, en gros, pourquoi est-ce qu'on ne fait plus l'histoire de France comme avant? Tout simplement parce que la manière d'étudier l'histoire, elle est différente aujourd'hui. Donc il faut faire évoluer les programmes en fonction de ça, et aussi, au sens un peu plus au milieu, parce que les questionnements de la société ont changé, donc il faut que ces programmes s'adaptent à ces questionnements. Là où peut-être le bas blesse. Pour donner du crédit à ce récit, c'est vrai qu'il y a des nouveaux champs historiques largement depuis les années 20, 30, on a eu ce qu'on appelle l'école des annales, je ne vais pas vous faire d'historiographie. On s'est mis à étudier l'histoire des populations, des sociétés, l'économie, les paysans. Effectivement, ça a du sens d'intégrer au programme scolaire. Ça, donc, il y a aussi des mauvaises raisons. Alors là, je vous présente M. Nicolas Offenstadt, qui est historien médiéviste, qui fait aussi la guerre 14-18, ça fait un peu de tout, ça là. Et donc, qui nous explique effectivement que l'horreur, c'est absolument le roman national, et qu'il y a un grand danger aujourd'hui, c'est le retour au roman national, et cette histoire centrée sur la France. Alors, il explique pour défendre évidemment la grandeur de la discipline historique. Qu'est-ce que doivent apprendre les enfants à l'école? Ils doivent apprendre à situer dans le temps, ils doivent apprendre à développer une analyse critique, donc confronter un document, douter de ce document. C'est le contraire du roman national. Le roman national, ce serait une idéologie qu'on leur transmettrait. Et voilà, donc c'est la négation du travail historique. Donc voilà, donc il ne faut pas cette histoire idéologisée, parce qu'il faut défendre la discipline histoire, qui est une discipline qui cherche à l'objectivité, au regard critique, ne politise pas nos enfants. Alors je vais vous surprendre. Nicolas Offenstadt tient une chronique. Vous avez vu, c'est un petit peu rouge, le bandeau là, qui est là. Depuis plusieurs années. Il tient une chronique dans un magazine qui s'appelle L'Humanité. Nicolas Offenstadt a été à l'origine d'un collectif dont le nom me fait un peu frémir, qui s'appelle les historiens de garde, qui font les gardes-fous de la discipline historique face aux attaques politiques de ceux qui veulent instrumentaliser l'histoire. Ils présentent un contre-discours montrant à quel point certains instrumentalisent mal l'histoire. Alors c'est souvent un peu les mêmes, et d'ailleurs ils ont des dangers qu'ils arrivent à trouver assez étonnants, parce qu'ils se sont lancés, ces historiens de garde, notamment contre des gens très dangereux. Alors bon là, Patrick Buisson, on voit bien où il veut dire, allez, passons. Mais leur tête de turc, c'est quand même Laurent Deutsch et Stéphane Bern, qui sont d'une subversion absolue, comme chacun en convient lorsqu'il regarde Secret d'Histoire. Donc oui, ça c'est gênant, ça c'est problématique, ça c'est pas l'histoire. Et donc, ils se lancent dans cette diatribe, cette production autour de ça. Et ce qui leur fait peur, on voit, alors là c'est le petit livre qui est une interview qu'il fait retranscrite, où il explique, c'est le 4e de couverture, l'écriture de l'histoire est aujourd'hui l'enjeu d'une véritable guerre culturelle, une partie de la droite, de l'extrême droite, bien sûr, se saisissant du passé pour fortifier leur offensive nationaliste et xénophobe. Bon, alors, s'il défend sa discipline historique, on peut penser aussi qu'il défend une certaine vision de l'histoire, et que ce qu'il reproche à ses adversaires, on peut peut-être lui reprocher aussi. Parce qu'en vérité, cette histoire, qui est une histoire dénationalisée, elle s'écrit parce qu'il y a une tendance politique de fond depuis les années 60-70. Alors qu'est-ce qu'elle est, cette tendance politique de fond? Cette tendance politique de fond, elle est justement l'idée de se détacher de l'idée de la France. C'est toute cette génération, qu'on appelle dédaigneusement, je suis désolé si vous en faites partie, boomer aujourd'hui, vous reproche les boomers. On va prendre l'expression d'un boomer justement, qui s'appelle un grand historien par ailleurs, de gauche, on imagine bien qu'il y a Jean-François Cyrani qui parle de la génération sans pareil, il appelle sa génération sans pareil. J'aime bien parce qu'on voit qu'il s'aime bien. Et donc cette génération sans pareil, ou une partie évidemment de cette génération sans pareil, ça ne veut rien dire de généraliser trop, c'est juste pour faire comprendre. Mais il porte en elle à toute une critique de la société et du monde d'avant. Et d'ailleurs, c'est souvent sur des dimensions historiques qui s'appuient pour critiquer ce monde d'avant. Là, j'ai mis un célèbre film, qui est le film de Martin Le Fus, qui est 1969, La Chagrin et Pitié, sorti en 1971, et dans lequel on présente l'histoire de la France entre 40 et 45 comme étant au fond l'histoire de la collaboration. Les Français ne trouvaient pas si mal la présence des Allemands, après tout. C'est le chagrin et la pitié qui devient, selon l'expression d'un historien, le chagrin et le venin.
on en vient à associer l'histoire de France uniquement à la collaboration, comme on en viendra à associer uniquement l'histoire de France à la colonisation, comme on viendra uniquement à associer l'histoire de France à l'esclavage. Et tout ça, ça s'explique dans un processus qui est ce processus porté effectivement par la génération sans pareil, une partie de la génération sans pareil, qui est celle d'une libération des conditionnements d'autrefois, des contraintes qui nous empêchaient de vivre comme on souhaitait. C'est pour ça qu'on a voulu lâcher le cadre national. Parce que ce cadre national, il pouvait apparaître comme étant un cadre contraignant. Il fallait salir le père et le grand-père pour pouvoir être plus libre. On veut détacher ça. Et on s'est détaché de plus en plus. Donc c'est un processus de fond. C'est ce qui est exposé d'ailleurs celui qui est vraiment l'auteur de l'expression roman national, Paul Lyonnais. Paul Lyonnais, c'est un sociologue dans les années 90, qui a écrit un livre qui s'appelle Voyage au centre du malaise français, qui explique l'antiracisme et le roman national. C'est lui qui a inventé l'expression roman national. Et qui dit justement que depuis les années 80, je vais le faire monter un peu avant, il y a tout un récit antinational qui se développe, et dont l'une des pierres de fondation est l'antiracisme. On a voulu proposer en fait un autre récit sorti du cadre national et dont les éléments structurants sont la pensée européenne, au sens Union européenne, et sont une défense des droits de l'homme et de l'antiracisme. C'est un monde d'après, donc il faut se débarrasser de ce cadre qui est le cadre français, qu'on soit du côté européiste ou du côté antiraciste, parce que ce cadre français nous amènerait à avoir une fâcheuse tendance à ne pas vouloir accepter cette dimension-là. On ne va pas discuter sur la dimension antiraciste, c'est pas évident parce qu'on se sent français qu'on est raciste. Dans leur esprit, si, en tout cas, ça pourrait amener à. Alors, le fait d'avoir faire disparaître le cadre français, est-ce que c'est bon pour les élèves? Alors, il y a plein de choses qui expliquent que le niveau des élèves diminue. C'est pas que ça, certainement. En tout cas, le niveau en histoire, il n'est pas très bon. Et même les choses importantes pour eux, ils ne le retiennent pas forcément, les élèves. On leur répète, rien que le fait qu'ils ne connaissent même pas, pour une partie d'entre eux, la date de début de la Révolution, est quand même inquiétant. On a les enquêtes plus anciennes qui sont faites sur les élèves au brevet, où on voit que le nombre de bons élèves en histoire sur les mêmes types de questions entre 2006 et 2012, il est passé, la part des moins bons élèves est passé de 15% à 21%. Progressivement, en fait, l'ignorance s'étend. Pourquoi l'ignorance s'étend? Il y a plein de choses qui s'expliquent par les méthodes pédagogiques, qui s'expliquent par les changements aussi de l'environnement technologique et les manières d'éduquer les enfants, qui expliquent évidemment ça. Mais ça compte aussi le fait qu'on leur parle plus d'histoire de France, fait que forcément ils ne connaissent plus l'histoire de France, ce qui fait qu'ils ne savent pas qui est Vauban, et encore moins Bayard. Alors à mon sens, il faut revenir à ça, à la fois pour la discipline historique, pour l'histoire scolaire, et évidemment, derrière, je sais pas, j'ai des a priori politiques également, et puisque d'autres les ont, pourquoi je ne les aurais pas. Pourquoi est-ce qu'il faut revenir à l'histoire de France et à l'histoire de ces grandes villes? D'une part, parce que ce qui est intéressant dans le fait d'enseigner ce qu'on a enseigné avant, c'est qu'on se sent justement dépositaire de quelque chose que les autres ont eu avant nous. C'est quelque chose qui va être présent dans l'environnement familial. Lorsque vous êtes un enfant de 10-11 ans, que vous parlez à la maison de ce que vous avez entendu en histoire, et que votre père, votre mère ou votre grand-père vous parle la même chose, tiens, oh, mon Dieu, il a appris la même chose que moi, ça crée un lien, et ça renforce la légitimité de l'enseignement qui a été fait. On a l'impression de participer à quelque chose. Ça parle aussi aux enfants, ça. Forcément, ça parle. Ça parle. Ça fait du lien. C'est au travers le lien, il faut que ça fasse sens, les enseignements qu'on leur donne. Il faut que ça ait un écho sur leur quotidien. L'intérêt de l'enseignement de l'histoire dans un cadre national, c'est évidemment de faire parler leur voisinage. C'est-à-dire que c'est le nom de la rue qui devient éclairant d'un coup. C'est certains lieux dans lesquels ils vivent, si c'est des lieux associés à des grands personnages de l'histoire de France, qui vont prendre un sens du coup. Et d'ailleurs, l'histoire nationale, au sens cadre national, c'est l'occasion peut-être de faire l'histoire régionale par moment. On peut introduire, si on fait le XVIe ou XVIIe siècle, l'histoire de Bretagne. Les rouges, vous pouvez l'introduire à ce moment-là si vous voulez. Parler de 14 en Bretagne. Plein de choses qui sont possibles de faire. Donc, c'est le quotidien qui devient éclairant. C'est le voyage qu'on fait avec les parents pour les vacances qui devient éclairant. Louis XIII et Richelieu, c'est pas dissert. Hein. Quasiment jamais parlé alors. Parce que le prof a décidé de faire une activité où il y a Louis XIII et Richelieu dedans. Ça pas dissert. Louis XIV, d'accord. C'est pas. Vous pouvez tourner sur une visite, on vous parle de Louis XIII et Richelieu, bah tiens, j'ai entendu parler de ça en classe. Sinon, ils n'ont pas. Ils ne savent pas. Et puis oui, tout simplement pour aider à comprendre la société dans laquelle ils vivent. En ce moment, on fait, et ça c'est dans le programme, la construction de l'État avec les élèves. J'ai parlé, parce qu'on parle
de Villers-Cotterêts, vous savez, cette violence qui fait qu'on va tout écrire en français dans les documents administratifs au XVIe siècle. Et ça permet de parler langue d'oc, langue d'oil, ça m'a permis de m'expliquer que pendant très longtemps, le français n'était pas partout parlé, ou pas parlé de la même façon, que ça explique les accents, j'ai parlé de la langue bretonne, etc. On voit qu'il y a des yeux qui s'éclairent, ils ont compris quelque chose. Voilà. Donc, de la même manière, si vous étudiez l'État français, la construction de l'État royal, vous comprenez aussi la dimension un peu centralisatrice de l'espace français. Si vous étudiez les guerres de religion, vous comprenez un peu pourquoi il y a toujours ce questionnement par rapport aux faits religieux en France. Pourquoi est-ce qu'on a toujours un petit peu peur que ça aille trop loin parce qu'il y a des violences extrêmes? Ça permet d'éclairer le présent et montre que ce passé est encore présent. Donc oui, et puis je pense qu'il faut revenir à l'histoire et à ces grandes figures pour rendre l'histoire passionnante. Parce que ces élèves en face, ils n'ont pas forcément tous envie qu'on les barbe pendant des heures sur l'histoire. Si c'est désincarné, c'est encore plus compliqué. Et on sait bien que incarner l'histoire, ça fonctionne mieux. Ça fait des miracles, mais ça fonctionne mieux. Il suffit justement, ce grand méchant Stephen Bern, ses émissions, elles reposent toujours sur une histoire classique et effectivement héritière de ce conventionnel avec ses grands personnages, et ça marche. Pourquoi ne pas s'appuyer sur ces personnages-là? Ça permet l'anecdote. L'anecdote, parfois, elle est inutile, mais en tout cas, elle attire l'attention et qui va te permettre de parler de quelque chose de plus important derrière. Et puis, il y a les personnages. C'est encore présent dans les programmes, je sais bien, mais on n'insiste pas suffisamment, qui résument une époque. Et ça, on en a conscience depuis très longtemps. Là, je vous ai montré l'ouvrage de Voltaire sur le siècle de Louis XIV. Ah oui, effectivement, vous pouvez parler du XVIIe siècle, vous parlez de Louis XIV. Comme si vous voulez parler du XIIIe siècle, vous parlez de Saint-Louis. Donc il y a des personnages qui résument une époque, la texture d'une époque. Bayard dit quelque chose du début du XVIe siècle. C'est utile de parler de Bayard. Et c'est pas seulement pour dire regardez, soyez comme Bayard. Si ça dit quelque chose de l'époque, rien que pour la discipline pure et simple, ça a du sens d'étudier ces grands personnages. Alors ils en ont conscience d'ailleurs que c'est utile d'étudier les personnages. Ils ont réintroduit les études de personnages. C'est encore un peu présent. C'était déjà encore un peu présent, effectivement, dans les 4. Vous avez vu notamment le programme de primaire. Ils les ont introduits aussi dans des programmes de lycée. Alors, les personnages qu'on veut étudier, il y a une petite connotation idéologique, je le dis juste pour rire. Donc là, vous avez l'étude de la Révolution. L'étude de la Révolution, il n'y a pas de problème, que vous soyez contre-révolutionnaire ou pas. Mais ce que j'aime bien, c'est dans les personnages qu'on doit étudier, on va faire au moins une séance dessus, on va un cours dessus, c'est Madame de Roland. Par contre, on va étudier la Troisième République, on doit étudier Louise Michel. Alors, on n'étudie pas Robespierre. Ça a du sens. Vous aimez ou pas Robespierre, vous aimez tous, bah, ça a du sens d'étudier la Révolution avec Robespierre. Si vous étudiez 1870, 1800, vous faites Jules Ferry, enfin, je ne sais pas, Clémenceau, Louise Michel. Alors, je ne sais pas si vous voyez la dimension idéologique potentielle qu'il y a derrière. Ils ont quand même conscience de ça. Après, je ne suis pas sûr que ce soit les bons personnages qu'on prenne. Ce n'est pas intéressant d'étudier Louise Michel ou Madame de Roland, mais les élèves n'ont jamais entendu parler de Robespierre, c'est pour quasiment. Prioriser. Et évidemment, les bienfaits qu'on peut espérer, c'est les bienfaits de ce que disait la vis, l'attachement au pays, en France tu dois l'aimer, et l'identification au personnage avec toute la dimension vertueuse que ça a l'identification à ces personnages-là. Cette dimension exemplaire de Bayard. Pour conclure, parce que j'ai bien trop parlé, il y a deux choix possibles, je crois, aujourd'hui, sur la manière de raconter l'histoire. Mais à mon sens, une histoire scolaire doit être une histoire qui doit avoir pour cadre principal la France. Ça, c'est certain. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas parler de la guerre froide des États-Unis, mais il faudra partir ou il faudra revenir à la France pour que ça parle, pour que ça ait du sens. Alors, il y a deux choix qui sont possibles. Soit on fait un choix très clairement politique. Et on a cible l'ambition de développer l'esprit patriotique. C'était l'ambition avouée de la France. Soit on fait un autre choix. Une histoire plus neutre, mais qui maintient ce cadre d'études privilégiées, en espérant, sans qu'on appuie trop dessus, que l'attachement au pays, que l'identification au personnage apparaissent. À mon sens, ce serait la meilleure voie à suivre. D'une part, parce qu'il y a quand même un appareil qui est très idéologisé, donc on dit petit à petit, là-dessus, ou il n'y a pas d'ailleurs. Et puis, il est vrai que la discipline historique, il n'y a rien de problématique à ça, à apprendre aux élèves la distance et le recul critique. Et en face, effectivement, on a des élèves qui viennent d'environnements idéologiques assez différents, autant maintenir une ambiance de classe qui soit une ambiance de travail.
Mais, à mon sens, il est essentiel qu'on ne se trouve plus dans cette situation où cette histoire de ce qui a fait le legs commun des Français est en train de disparaître. Une histoire qui, évidemment, détruit la volonté nationale et qui est la condition même de l'existence de nous en tant que peuple, en tant que démocratie, de tout ce que vous voulez, en univers politique que vous voulez retranscrire, et de tout ce qui nous permet de comprendre ce qui fait qu'on est comme on est aujourd'hui. Et c'est aussi, après tout, une des ambitions de l'histoire. Alors je vais juste finir, parce que je le trouve très joli, sur le poème de cette femme qui s'appelle René Cassin, qui écrit cet ouvrage là dont j'ai un peu parlé, et qui, dans un joli poème, essaye de se plaindre, enfin, de rappeler le fait qu'on semble vouloir aujourd'hui faire disparaître cet amour de la France, cette mémoire de l'histoire nationale et de ses grands moments, mais que, rassurons-nous, à l'horizon pointe le souvenir des grands rois et des grands personnages qui, un jour, n'en doutons pas, permettront à chacun, comme ils l'ont permis auparavant, de retrouver le sens de l'attachement auquel nous sommes tous voués à tenir, c'est-à-dire cet attachement au territoire français, à la nation qui nous rassemble tous. Donc, je vous remercie. Des questions si vous en avez, ou si on va passer. Oui. Elle est peut-être naïve. Je ne sais pas ce que c'est que le ver galant, parce que je suis pas. Alors le ver galant, c'est Henri IV. Alors le ver galant qui est connu effectivement pour aimer beaucoup les dames, et s'il mangeait un peu trop d'oignons. Et donc il séduisait la dame. Deuxième question, est-ce qu'il y a un rapport ou aucun avec du Guesclin? Alors par rapport à qui? Non, à Bayard. Alors, c'est pas la même époque. Du Guesclin, c'est le XIVe siècle, il meurt en 1380, si mes souvenirs sont bons. Vous pouvez retrouver des rapports, c'est-à-dire que ce sont deux chevaliers qui sont un peu dans la même veine, au sens que ce sont deux chevaliers qui s'illustrent au service du roi. Et ça, je vais parler un petit peu, ça dit quelque chose de l'évolution du monde chevaleresque, parce que à partir du XIIIe siècle, le roi de France commence à rayonner et à dominer véritablement l'ensemble du royaume de France. Et donc on sert désormais de moins en moins son seigneur, on sert de plus en plus le roi de France. Et du Guesclin, qui va faire l'objet, tout comme Bayard très rapidement d'une vie, d'une biographie, de chevalier, eh ben, il est valorisé pour son service auprès du roi de France. Le roi de France crée les ordres de chevalerie à ce moment-là. Le nom m'échappe, le nom de l'ordre des étoiles au XIVe siècle, et on aura l'ordre de Saint-Michel, créé par Louis XI à la fin du XVe siècle. Ouais. D'autres questions? A priori non. Bon, on va passer à l'autre côté. Merci à vous.